À Bali, tous les ans, en fait, au moment de la mousson, des courants ramènent des déchets qui sont dans les océans, ramènent ces déchets sur les plages, ce qui donne lieu en fait à des images qui sont assez impressionnantes. On s'est intéressé en Indonésie à l'entreprise Danone. Cette entreprise, depuis 2020, il y a plusieurs rapports d'ONG qui la désignent comme étant le premier pollueur plastique en Indonésie. On voit qu'il y a notamment un contenant qui revient régulièrement, qui est un contenant qui est tout petit, qui a un gobelet d'eau de 220 millilitres, qui se retrouve très souvent sur les plages, dans les mangroves, les rivières. Leur réponse était très axée sur les solutions qu'ils mettent en place pour la collecte et le recyclage, et finalement pas tant sur est-ce qu'on retire du marché des micro-contenants et est-ce qu'on s'avance vers retirer des produits en plastique qui seraient à usage unique et peu utiles. Pour écouter l'intégralité des lives, rendez-vous sur ma chaîne Twitch AutomJ et abonne-toi si tu ne veux rien rater de mes streams 2 à 3 soirs par semaine. Salut Maeva. Alors, tu es en live sur Twitch, c'est ta première sur Twitch, donc Ouais, bienvenue. Bienvenue. Je t'ai invité suite à une investigation que tu as sortie pour Arte, qui est sortie, je crois, avant-hier, quelque chose comme ça. ouais, c'est ça, c'est sorti lundi. C'est sorti lundi, donc vous pouvez aller voir ça sur le site d'Arte et sur la chaîne YouTube d'Arte aussi, sur le sujet de la pollution plastique de Danone, une entreprise bien connue de nous tous en Indonésie. Et donc on va en parler, voilà, pendant une petite demi-heure. On va parler en détail un peu du sujet, et puis ensuite on va un peu voir aussi les coulisses, comment tu t'y es prise. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant dans le cadre d'une investigation numérique. Donc on va aller en détail là-dessus. Peut-être juste te présenter en deux mots avant qu'on passe dans le dur du sujet. Oui, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Maëva. Je suis journaliste actuellement pour une émission d'Arte qui s'appelle Source, qui est une émission d'investigation numérique. Et on va rediscuter, j'imagine, Ouais. de ça. Et moi, auparavant, j'ai travaillé en tant que pigiste dans différents médias et surtout à France 24, où j'ai Hmm. fait de l'actualité internationale et aussi où j'avais déjà travaillé en fait sur des enquêtes numériques. On faisait de la vérification d'images qui circulaient sur les réseaux sociaux, à la fois de l'authentification, et puis à la fois, donc qui peut aller au fact-checking, et puis à la fois aussi de l'authentification d'images pour faire des enquêtes. Donc, j'ai beaucoup travaillé Hmm. là-dessus. Bah, c'est cool parce que tu as un véritable savoir-faire en fait dans toutes ces compétences d'authentification des images, de revérification, etc. Donc ça sera intéressant d'en parler dans un second temps. Moi, dans un premier temps, j'aimerais tout simplement que, pour commencer, tu nous décrives un peu l'ampleur de cette pollution qu'on peut observer en Indonésie, qu'on peut voir à travers les images que tu as dénichées sur le sujet. Qu'est-ce qu'on voit sur ces images, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore regardé le documentaire? Oui, en fait, nous, on s'est intéressé à la pollution plastique d'abord d'un point de vue assez général, c'est-à-dire que on s'est dit que la pollution plastique, c'était un sujet qu'on connaissait tous, en fait, au niveau européen et mondial. On a tous déjà vu des endroits très pollués avec de la pollution plastique. Et en fait, on s'est intéressé dans tout ça, notamment à l'Indonésie, puisque l'Indonésie est le deuxième contributeur à la pollution plastique des océans. Et en fait, il y a à Bali, tous les ans, en fait, au moment de la mousson, des courants ramènent des déchets qui sont dans les océans, ramènent ces déchets sur les plages, ce qui donne lieu en fait à des images qui sont assez impressionnantes de plages recouvertes de plastique, voilà, de déchets qui reviennent des océans. Donc ça fait vraiment l'effet marée de plastique. Évidemment, c'est à des moments assez précis dans l'année, quand il y a justement ces forts courants marins. Mais ces déchets plastiques, ils sont très souvent charriés déjà par les rivières jusque dans les océans. Et du coup, nous, on a voulu s'intéresser à justement comment il se faisait qu'il y avait autant de déchets plastiques. Alors, à la fois, il y a un manque d'infrastructures de traitement des déchets
en Indonésie, mais il y a aussi beaucoup de micro-contenants qui sont mis sur le marché, et c'est là-dessus voilà, c'est sur ça qu'on a voulu travailler. Ah bah, alors justement, quels sont ces micro-contenants, qui les produit, à partir de quand, on peut dire que, un contenant est vraiment, micro? Ouais. Bah, alors, nous, on s'est intéressé en Indonésie à l'entreprise Danone. Cette entreprise, depuis 2020, il y a plusieurs rapports d'ONG qui la désignent comme étant le premier pollueur plastique en Indonésie. Donc, juste pour expliquer comment elles font ces organisations pour en arriver à une telle conclusion, en fait, il y a plusieurs organisations qui collectent les déchets. Donc, ça peut être à Bali, donc à Bali et dans l'est de l'île de Java, il y a notamment une organisation avec qui on a pas mal Mmh, échangé, qui s'appelle Songhai Watch. ouais. Et par exemple, ils mettent en place des barrières sur les rivières, récupèrent les déchets qui sont au niveau de ces rivières, et puis ensuite, ils rentrent dans leur centre de tri, et puis ils font le tri entre tout ce qu'ils trouvent dans les rivières. Quand les marques sont encore visibles, ils trient par marque Mmh, de déchets, et eux, depuis 2020, ils arrivent au résultat que Danone et sa filière indonésienne qui s'appelle Aqua mmh. arrivent en tête des pollueurs plastiques en Indonésie. Il y a d'autres organisations qui arrivent à la même conclusion. Donc c'est là où on a trouvé que c'était assez intéressant de s'intéresser à pourquoi. Et en fait, quand on regarde dans en fait, les rapports que fait Songhai Watch à ce sujet, on voit qu'il y a notamment un contenant qui revient régulièrement, qui est un contenant qui est tout petit, qui a un gobelet d'eau de 220 millilitres, qui se retrouve très souvent sur les plages, dans les mangroves, les rivières. Et c'est un des premiers produits dont nous a parlé Kelly de Songhai Watch, Mmh. qu'on a interviewé dans le Donc sujet. qui est la directrice, hein, c'est ça, de Songhai Ouais, Watch, en fait, de c'est la l'ONG, ouais. cofondatrice de Songhai Watch. C'est une organisation qui a été montée par une fratrie à Bali. Et donc, elle est la cofondatrice de cette organisation. Et donc voilà, et en fait, elle nous a très rapidement parlé de ce produit-là. Et puis nous, on s'est dit que c'était intéressant de savoir comment il se faisait que une entreprise comme Danone, qui se présente comme une entreprise responsable, Ouais, parce que ouais. c'est une entreprise à mission qui s'est fixée comme Mmh. objectif de préserver la planète et renouveler ses ressources. Et elle commercialise ce gobelet qui est déjà en soi une aberration écologique, et puis qui en plus est produit dans un pays comme l'Indonésie où il manque d'infrastructures de déchets pour gérer ces déchets, et notamment ces tout petits contenants. Alors, il y a plusieurs questions, qui se posent après toute cette présentation. Déjà, moi, j'ai été super, surpris, en fait, de découvrir, ce type de contenant parce qu'en France, bah, voilà, ça existe, hein, les petites bouteilles plastiques, je pense que le plus petit qu'on puisse imaginer, c'est les, cristallines, 33 centilitres, voilà. Mais alors, là, on a vraiment enfin, c'est des verres d'eau à à l'unité qui sont vendus. Est-ce que tu as une explication, de pourquoi, en fait, bah, dans des pays comme l'Indonésie, on a un intérêt à produire et à vendre ce type de contenant et pas dans des pays développés? Est-ce que c'est aussi, je sais pas, une législation qui est différente ou comment on explique ça en fait? Bah, c'est vrai que ce produit, déjà en Indonésie, c'est ce que Danone nous répond d'ailleurs. Il n'est pas produit que par Danone. En fait, il y a plusieurs boissons qui sont vendues dans des petits contenants comme ça. C'est des contenants qui sont pratiques, qu'on peut emmener avec soi, qui permettent aussi un accès voilà, à un petit verre d'eau qu'on peut avoir lors d'événements, etc. Ça vient aussi du fait qu'en Indonésie, il y a très peu d'eau courante potable. Donc, du coup, il y a Mmh. cette facilité en fait à servir de l'eau, et même à proposer ce verre d'eau. C'est ce qu'on voit dans les publications de Danone qui propose, voilà, qui dit que c'est un verre d'eau pratique lorsque vous avez des invités chez vous pour leur proposer un verre. Donc, il y a aussi ce rapport à la disponibilité de l'eau potable. Après, là où on a trouvé, en effet, c'est un produit qu'on retrouve pas forcément en Europe. C'est pour ça qu'on a trouvé ça intéressant de creuser sur pourquoi il était toujours commercialisé, parce que finalement, les,
les consommateurs prennent aussi ce qu'il y a sur le marché de disponible. Et finalement, si ce verre d'eau, nous, on a discuté avec plusieurs personnes en Indonésie qui nous ont dit finalement, si ce verre d'eau n'existait pas, eh bien, on changerait aussi les modes de consommation et en fait, on achèterait des bouteilles plus grandes. Hmm. Et finalement, on finirait par oublier qu'un jour, il y avait eu ces tout petits contenants. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous, on a voulu savoir aussi après pourquoi, en fait, est-ce que Danone s'est déjà posé la question de savoir si ce gobelet était problématique? Est-ce qu'il y avait déjà eu des réflexions autour de ce gobelet? Et c'est ce qu'on a découvert dans l'émission, c'est qu'il y avait déjà eu des questions autour de ce gobelet, puis des promesses de le retirer du marché. Donc on a notamment vu, hein, dans ce documentaire, l'ancienne directrice sur un post Instagram se réjouir du fait que ce gobelet va être retiré du marché. Voilà, à coup de grandes annonces comme ça, avec des commentaires très enthousiastes à l'idée de cette annonce. Et puis en fait, on voit que 2 ans plus tard, je crois, bah, ça n'a pas été du tout suivi des faits. Et tu notes même dans le documentaire qu'il y a eu, alors, je sais pas, une sorte d'AG ou quelque chose comme ça. On a de nouveau posé la question de est-ce qu'il faut retirer de ce marché les petits contenants? Et la réponse est claire, elle indique que bah non, en fait, ces formats-là sont très populaires en Indonésie, donc au nom de cette utilité, de ce plébiscite par le public, et en plus il y a des concurrents qui ont l'air de faire la même chose, bah, il ne serait pas nécessaire de retirer Aqua. Comment ça s'appelle déjà le produit? Aqua. Non, il y a. Oui, ça s'appelle Aqua Glass Ouais, en Aquaglass, ouais, c'est ça. indonésien, donc voilà, et Aqua Cup en anglais. Aqua Et Cup. voilà, et donc c'est ça qu'on a vu sur le. En fait, en interviewant plusieurs personnes en Indonésie, etc., on nous a dit, mais enfin voilà, on nous a dit une ancienne directrice de Danone Aqua avait fait l'annonce de retirer du marché à Bali ce gobelet. Donc, en effet, on a cherché et on a trouvé sur son compte Instagram une annonce qui avait été faite après un nettoyage d'une plage. Donc, parce que l'entreprise participe à des nettoyages, des collectes de déchets sur les plages. Ils sont assez. Voilà, ils font pas mal de communication à ce niveau-là. Et donc, on voit qu'elle elle s'exprime au nom d'Aqua, puisqu'elle explique que c'est Aqua qui a organisé cette collecte de déchets sur une plage de Bali. Et puis ensuite, il y a plusieurs annonces qui sont faites, notamment l'annonce, une grande nouvelle qui serait d'annoncer le retrait du marché à Bali des gobelets Aqua. Et donc, nous, on s'est intéressé, on s'est dit, est-ce qu'à Bali, finalement, il est encore possible d'en acheter ou non? On a contacté des commerçants de Bali, on a contacté plusieurs personnes à Bali pour savoir si c'était encore le cas. On a regardé aussi sur des sites de e-commerce qui en proposent toujours. Donc, on a vérifié cette information par plusieurs Hmm. moyens différents. Et puis ensuite, on a trouvé un document, donc un an après cette grande annonce, euh, qui est un document, en fait, c'est des questions-réponses avec les actionnaires de Danone, qui l'interrogent sur plusieurs points. Et il y a une question sur ce verre jetable et la politique environnementale en Indonésie, en fait, parce que c'est une question qui demande qui rappelle que Danone a été désigné comme étant le premier pollueur plastique en Indonésie, et notamment à cause de ce gobelet jetable. La question est, est-ce que Danone prévoit de faire quelque chose pour remédier à ce problème? Et la réponse est que finalement, d'autres marques concurrentes mettent sur le marché ce même type de verre, et donc que finalement, ce ne serait pas forcément pertinent de, de le retirer du marché. Enfin, en tout cas, que ce n'est pas la solution. C'est ça qui est décrit dans cette réponse. Donc, on a trouvé cette réponse intéressante. C'est un an après l'annonce de l'ancienne présidente qui parlait de retirer du marché ce gobelet. Donc voilà, on a trouvé cette promesse qui est finalement une fausse promesse Hmm. et en plus on l'a trouvé c'était une façon assez
aussi intéressante. Finalement, on l'a trouvée sur un post Instagram, donc c'est un petit peu aussi dans l'esprit de notre émission d'aller aussi faire de l'enquête sur les réseaux sociaux, dans les documents internes. Voilà, ça fait partie aussi de l'ADN de l'émission, Mm. de travailler comme ça. Et ouais, c'est une enquête qui a le mérite en fait de mettre en évidence ce double discours de Danone qui jouit plutôt d'une bonne image en France, hein, j'ai l'impression. Je crois même une des entreprises préférées des Français, hein, qui commercialise des marques populaires comme Evian ou Volvic, et donc qui se définit, comme tu l'as dit, comme une entreprise à mission. Et donc une entreprise à mission, alors je crois que c'est un statut qui existe depuis pas longtemps, qui permet tout simplement à une entreprise de se fixer des objectifs, hein, qu'ils soient sociaux ou Mm. environnementaux. Et donc Danone a véritablement des objectifs chiffrés qu'elle se donne elle-même. Et en fait, je crois bien, en regardant un peu, que ce sont des objectifs, par exemple en termes de pourcentage de plastique recyclé à certaines échéances, qui ne sont pas tenus. Et en fait, on se rend compte que c'est pas grave parce que finalement l'objectif de tout ça c'est quoi? C'est faire de la communication. Et heureusement en fait qu'après des journalistes peuvent un peu s'intéresser à ça pour ressortir le sujet des cartons et mettre ça en avant. Mais c'est intéressant en tout cas d'avoir ressorti ce dossier-là. Et, euh, et, et donc toi, tu as aussi essayé un peu de contacter Danone pour obtenir des réponses. Qu'est-ce que tu as obtenu? Oui, de toute façon, on devait contacter Danone après avoir fait des recherches sur ce sujet parce que on avait des questions et puis aussi pour le principe du droit de réponse. Et on a contacté Danone pour savoir s'ils avaient. On a posé trois questions déjà sur l'Aquacup et donc là, on n'a pas reçu de réponse à ce niveau-là. Donc, on n'a pas reçu de réponse sur ce gobelet jetable. Par contre, Danone nous a envoyé un mail assez long dans lequel il décrit plusieurs de ses solutions par rapport au plastique. Et beaucoup de ces solutions sont tournées vers la collecte et le recyclage. Donc, Danone nous présente plusieurs points de comment ils mettent en place de la collecte et du recyclage de déchets en Indonésie. Et donc, voilà, donc leur réponse était très axée sur les solutions qu'ils mettent en place pour la collecte et le recyclage et finalement pas tant sur est-ce qu'on retire du marché des micro-contenants et est-ce qu'on s'avance vers retirer des produits en plastique qui seraient à usage unique et peu utiles. Donc finalement, oui, on se rend compte que souvent la stratégie de ces entreprises, c'est un peu de reporter la responsabilité vers le consommateur et puis de mettre en place des mécanismes qui permettent d'atténuer, on va dire, leur impact à travers justement ce que tu racontais, les collectes de déchets. Alors que bon, je suppose que son Watch fait un travail bien plus conséquent dans ce domaine que Danone, qui, je crois, fait des collectes ponctuelles, mais enfin, j'ai pas Oui, il y a l'impression que c'était aussi un plus, quoi. travail de collecte, Ouais, mais c'est vrai que nous, notre sujet n'était pas tant en fait sur comment on collecte les déchets une fois ouais. qui sont dans la nature, mais plutôt est-ce qu'il y a certains contenants qui sont problématiques, Hmm, qui devraient ou pas être retirés du marché. Et vraiment, le point central de notre enquête était, il y a eu une promesse en 2021 de faire disparaître ce ouais. gobelet lors d'une collecte de déchets. Donc ça veut dire que c'est aussi peut-être en voyant l'impact que ce gobelet avait et à quel point il était retrouvé dans la nature. Et puis finalement, un an plus tard, une réponse qui ne s'avance pas vers un retrait de Hmm. produits du marché. Et après, Danone fait ce qu'ils nous ont expliqué, fait de la collecte et du recyclage. Voilà, mais finalement, c'est une autre stratégie. Nous on les interrogeait surtout sur ce gobelet. Merci à Val Piccolo pour l'abonnement. Donc oui, moi, ce que je voulais te poser comme question, c'est effectivement, qu'est-ce que tu cherches à montrer? Qu'est-ce que tu espères que les gens retiennent en regardant ce type d'investigation?
sur voilà, la capacité ou non des multinationales à tenir leurs promesses, sur le fait que souvent, comment dire, ces multinationales-là qui ont un discours plutôt et même des actions plutôt propres en France, exportent toutes leurs actions néfastes ailleurs. Là, on regarde peu. C'est vrai qu'en Indonésie, voilà, on n'a pas trop le réflexe d'aller voir ce qui s'y fait là-bas, alors que comme tu l'as expliqué, c'est le deuxième pays qui produit le plus de déchets plastiques, donc encore une information. Voilà, qu'est- qu'est-ce que tu voulais vraiment mettre en avant dans cette enquête? Bah nous, dans cette enquête, ce qu'on voulait mettre en avant, c'était c'était voilà, raconter cette pollution plastique en Indonésie et et rappeler que Danone était le premier, désigné comme étant le premier pollueur plastique par plusieurs organisations sur place, et essayer de comprendre pourquoi, avec quel type de Hmm. produits sur sur le marché. Donc ça, c'était le premier élément, enfin, c'était l'élément principal de cette enquête. Comprendre justement le fléau des mini-bouteilles, comme Hmm. on a appelé l'émission. Et après, je pense que d'une manière générale, je pense que euh, ça interroge sur notre consommation de plastique, sur l'utilisation du plastique et des micro-contenants, du plastique à Hmm. usage unique. Et puis sur ce que aussi les industriels peuvent mettre sur le marché qui pourrait peut-être être évité pour éviter la pollution plastique. Donc on rappelle, hein, parmi les missions que s'est fixé Danone, on a notamment amélioré la santé, préserver la planète et renouveler ses ressources. Or, le plastique, il n'est pas biodégradable, donc il met des années, voire un siècle pour se décomposer. Donc après, il se retrouve dans les océans, il pollue les sols aussi. La production de plastique émet énormément de CO2. Je crois que c'est 3% à l'échelle mondiale. Il y a des graves répercussions voilà, sur la santé des espèces marines, mais aussi sur la santé humaine par capillarité. Donc c'est quand même c'est quand même pas un petit sujet, quoi. On a l'impression que là, c'est voilà, les plastiques en Indonésie, ça paraît très, très précis, ou même les petites bouteilles en plastique en Indonésie, mais en fait, ça nous raconte un problème qui est beaucoup plus global. Oui, voilà. Et puis nous, c'est l'objectif de notre émission. C'est une émission qui est finalement assez courte. Enfin, c'est 15 minutes pour enquêter sur un sujet. Donc évidemment, on se concentre sur un angle. On a choisi celui-ci, mais c'est vrai que quand on pense à des enquêtes sur le plastique, il y a plein de sujets à Hmm. creuser. Et c'est que voilà, c'est un petit sujet dans tous les sujets qu'on peut faire sur la pollution plastique. Est-ce que tu peux en profiter pour voilà, présenter le concept de source, hein, qui est, donc on l'a dit, une émission qui voit le jour, qui en est à son cinquième épisode, c'est ça? Est-ce que tu peux peut-être nous parler aussi un peu de ce que vous avez déjà pu faire jusqu'ici et puis de ce que vous espérez voilà, mettre en place comme format d'investigation? Oui, donc Source a commencé en 2023. C'est une émission, donc c'est une nouvelle émission d'investigation sur Arte. C'est une émission dont l'objectif est de mener des enquêtes, notamment à partir de données en source ouverte, c'est-à-dire qui sont librement accessibles sur Internet. Ces données, ça peut être des images collectées sur les réseaux sociaux, ça peut être des publications sur les réseaux sociaux, ça peut être des images satellites, des cartes, des rapports mis en ligne, notamment par les entreprises, comme on l'a pu le faire dans ce sujet sur la pollution plastique. Ça peut être des bases de données commerciales, d'import-export, par exemple aussi du tracking de bateaux, d'avions. Et en fait, tous ces éléments vont nous permettre d'écrire des enquêtes avec des techniques numériques. Évidemment, je dis c'est notamment de l'open source parce qu'on mélange avec d'autres techniques d'investigation. Évidemment, on appelle beaucoup de gens, on décroche nos téléphones, on fait des interviews. Donc, ça ne se limite pas à des données en source ouverte, mais
on essaie en tout cas aussi de beaucoup recouper nos informations avec des données qui sont accessibles en source ouverte. Et dans ces enquêtes, ce qui est important, c'est d'avoir une forme de transparence sur la source évidemment, c'est le nom de l'émission, sur là où est-ce qu'on trouve les informations. Donc, on essaie de le montrer visuellement à l'écran de quel document on est en train de parler précisément, l'image, on voit la source, où est-ce qu'on l'a trouvée, Mhm. etc. Et puis, nous, l'émission est accompagnée d'une méthodologie qui est accessible sur le site d'Arte. Et D'accord. donc, dans cette méthodologie, il y a tous les chiffres qu'on a utilisés, il y a tous les rapports, il y a les liens cliquables vers tous les PDF qui apparaissent dans l'émission. Donc, ça permet de retrouver en fait l'ensemble des données, chiffres D'accord. de l'émission. Donc vous êtes ouvert à la critique, mais vous êtes assez solide quand même sur ce que vous avez récolté. Oui, l'objectif, c'est en tout cas de dire que les informations qu'on a dans l'émission, on les rend accessibles. C'est-à-dire Hmm. que nous, tous les rapports qu'on utilise de Danone, on les a mis en lien cliquable. Et pareil, voilà, on a expliqué tous les rapports quand on parle de la pollution en Indonésie, du taux de pollution, de combien de pourcentage de déchets sont charriés par les rivières. Tout ça, c'est des chiffres qu'on a sourcé quelque part et je trouve que c'est important parce que ça permet aussi de, voilà, si quelqu'un s'intéresse de près au sujet ou est étonné par une Hmm. information, de retrouver en fait les informations qu'on a utilisées qui étaient pour la plupart disponibles en ligne. Et donc par exemple, concernant voilà, ces images assez impressionnantes de marées de plastique dans les rivières ou sur les plages, il me semble qu'elles proviennent de deux sources principales, hein. D'abord Songhai Watch et puis je crois un photographe, je crois qu'il s'appelle Florian, je sais plus trop quoi. Oui, Florian Pagano. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Comment, par exemple, là, ces images, tu fais pour les authentifier, pour dire, bah ouais, c'est pas un montage, c'est pas ailleurs, voilà. Oui, bien sûr. Bah, là déjà, ce qu'on a commencé par faire, c'est chercher en fait avec des mots-clés, Bali, marée de plastique. On cherche en plusieurs langues ces images. Évidemment, il y a aussi des images de ces marées de plastique qui ont été prises par des journalistes. C'est pas un endroit qui est inaccessible, Bali. Donc déjà, très rapidement, on Ouais. peut se rendre compte que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux correspond aussi à des images qui ont pu être filmées par des journalistes qui sont allés sur place, de la presse locale, de la presse Mhm. internationale. Et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va demander aux personnes s'ils peuvent nous envoyer les fichiers bruts, déjà s'ils sont d'accord hein, pour qu'on utilise leurs images dans notre émission, et puis nous envoyer les fichiers bruts. Et dans les fichiers bruts, on regarde quand est-ce que l'image a été prise, où est-ce qu'elle a été prise, on recroise avec la personne qui nous a envoyé ces images, est-ce que c'était bien sur telle plage, tel jour. Et puis ensuite, on revérifie, voir si la plage, bah, ça correspond, ça ressemble. Et puis aussi, on voit en fait sur les packaging qu'on voit sur les images, parfois en fait on voit des marques, on voit Aqua, on voit des marques indonésiennes, donc on sait à peu près où on est. Et donc voilà, donc il y a plusieurs éléments à la fois dans ces images. Après, c'est pas les images les plus difficiles à authentifier. Voilà, on a déjà travaillé sur des cas où les images sont beaucoup plus Ouais. difficiles à identifier parce que finalement on peut pas se rendre sur place et on ne sait pas forcément comment repérer le paysage, etc. Mais là, nous, ce qu'on a fait, en tout cas dans cette émission, c'est qu'à chaque fois, on a demandé où est-ce qu'elles ont été filmées, on a revérifié si ça collait visuellement, on a regardé les métadonnées de ces images. Mais encore une fois, en fait, finalement, le propos de l'émission n'est pas tant la vérification de ces Mhm. images-là, pour le coup, mais c'est vrai qu'elles nous servent en fait le récit pour montrer que bah, en fait on les a trouvées sur les réseaux sociaux parce que c'est tellement impressionnant qu'il y a Mhm. des gens qui filment ces marées de plastique en se disant mais qu'est-ce qui se passe encore à Bali quoi. Et donc on retrouve ces images très très facilement en ligne en fait en faisant quelques Alors recherches. il y a Kylian qui demande bonsoir, on peut aussi voir votre émission sur YouTube. Donc oui, quand les émissions sortent, elles sortent quoi, le jour même sur YouTube. Oui, c'est ça. En Ouais, général, elles, d'accord. elles sont diffusées donc à la fois sur la plateforme arte.tv.
Et puis sur YouTube, on a une petite playlist avec toutes les missions sources, avec les 5 numéros de l'émission source. Alors moi, j'aimerais bien te demander, un format comme ça représente combien d'heures de travail pour toi? Qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Et aussi pour ton équipe, voilà, et comment tu te répartis le travail avec différentes personnes? Oui, bien sûr. Bah, cette émission, déjà, moi, je l'ai co-réalisée avec un de mes collègues, donc, qui s'appelle Valentin Petit. Donc, on a travaillé à deux, à la fois sur l'écriture, sur le montage, sur les recherches. Et puis, nous, dans l'équipe, ce qui va nous prendre le plus de temps, déjà, ça va être d'identifier des sujets qui sont intéressants. Ça prend beaucoup de temps parce que on va chercher on va en fait fouiller plusieurs sujets avant de se rendre compte est-ce que on peut vraiment mener une enquête solide? Est-ce que ça va être suffisamment intéressant? Est-ce que aussi ça concerne un public européen avec des problématiques européennes? Donc il y a beaucoup de temps Ah aussi oui. de recherche de ces sujets-là. Et puis ensuite, il y a toute une phase où on va chercher du coup les informations pour notre enquête. Ça peut être à la fois les images, mais c'est aussi les informations, des témoignages. Donc évidemment, ça prend des semaines de faire ces enquêtes et on essaie en tout cas dans le résultat final, que ça semble digeste et que Hmm. on puisse nous suivre en tout cas dans notre démarche assez facilement. Bon, le temps passe vite, on arrive déjà bientôt à 40 minutes, donc je vais te poser ma dernière question et justement elle tombe à pic puisque cette question c'était est-ce que tu peux nous donner pardon, tes meilleures astuces pour dénicher ces bons sujets-là et les pousser jusqu'à leur terme? Ah ouais, bon, alors c'est vrai que trouver des sujets, je pense que dans tous les cas, c'est toujours un effort, c'est toujours difficile. Et il y a plusieurs méthodes qui dépendent aussi de ce qu'on fait, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait du journalisme de terrain? Est-ce qu'on fait de l'actualité locale, internationale? Donc, évidemment, en fait, en fonction de ce qu'on fait dans le journalisme, il y a des méthodes complètement différentes pour trouver des sujets. Après, nous, on s'intéresse à plusieurs choses. On fait beaucoup de veille sur les réseaux sociaux, donc on va regarder, par exemple, il y a un des sujets qu'on a pu faire, qui est le deuxième épisode sur la production de saumon, en fait, d'où vient la Mhm. nourriture saumon d'élevage qu'on consomme en Europe. Et en fait, là, c'est parti d'une vidéo sur les réseaux sociaux de pêcheurs mauritaniens qui montrent en fait les tonnes de sardinelles qui sont débarquées des bateaux à même les quais, à même le sol. Et ces sardinelles ensuite sont transformées en huile et farine de poisson qui servent à nourrir les saumons d'élevage en Europe. Donc on a remonté ensuite toute la filière, mais là c'est parti de vidéos qui étaient intéressantes. On lit beaucoup de rapports, on lit beaucoup de presse. Et puis ensuite, parfois, ça va à partir de grandes thématiques. Par exemple, là, pour ce sujet, on s'était intéressé au plastique. Et Mhm. puis en fait, finalement, on regarde tout ce qui se passe en fait, dans l'actualité du plastique, entre guillemets. Et puis ensuite, on va essayer de trouver des angles. Voilà, Mais c'est vrai que c'est dans tous les cas toujours un boulot Mhm. assez Donc, qui prend du temps, qui prend du temps. faut à la fois savoir où est-ce qu'on va un peu chercher pour pas s'éparpiller et en même temps se laisser surprendre voilà, en dénichant des trucs auxquels on s'attendait pas, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et puis en fait, finalement, des fois, en cherchant, on se rend compte qu'on trouve des choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées dès le début. Donc, on n'a pas toujours la fin de l'histoire quand on commence à chercher. Mais encore une fois, ce que j'explique là vaut pour notre émission et comment on fonctionne et comment ça peut fonctionner pour d'autres émissions Ouais. d'investigation numérique pour faire beaucoup de veille sur les réseaux sociaux ou rebondir sur des sujets qui sont dans l'air du temps et puis essayer de trouver un angle intéressant. Après, ça dépend complètement. Voilà, il y a plein d'autres façons de bosser qui sont parfois plus raccrochées à l'actualité ou au terrain ou à l'actualité, disons, locale. Donc, ça dépend complètement. Nous, en tout cas, ce qu'on fait, c'est ouais, c'est beaucoup de veille, beaucoup d'appels avec beaucoup de personnes pour discuter Hmm. de sujets. Puis parfois, au cours d'un appel, on se rend compte qu'un autre sujet est intéressant que celui qu'on est en Hmm. train de regarder. Donc voilà, mais c'est toujours un travail qui prend du temps. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine sensibilité, au moins de ta part, aux sujets environnementaux, au sujet des matières premières. Ça va être Oui, pas oui, mal, ouais.
Ouais, c'est des sujets qui m'intéressent. Après, je m'intéresse aussi à d'autres sujets. Moi, par ailleurs, à France 24, je travaillais beaucoup, par exemple, sur les migrations en Europe, etc. Là, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de sujets environnement. Donc, la précédente émission que j'ai co-réalisée avec Valentin Petit était aussi sur un sujet environnemental super intéressant sur le trafic de bois de Birmanie, de teck de Birmanie. Et là, on a essayé de trouver aussi une façon de le raconter, disons, originale, en fait, où on a fait toute l'enquête sur comment ces trafiquants font venir ce bois jusqu'en Europe, se passe sur LinkedIn. Donc, du coup, on a identifié les publications des commerçants, on les a contactés. Et donc, c'est vrai que oui, il y a plusieurs des sujets, donc à la fois là dans la série, mais on ne s'y limite pas dans Source, puisqu'il y a eu aussi un sujet qui a été réalisé par mes collègues Manon Bachelot et Pauline Choubard sur les enfants d'Ukraine qui ont été emmenés en Russie. Il y a eu un sujet sur les dossiers de Prigojine. Hmm. Donc voilà, donc on ne se limite pas à des sujets environnementaux. Après, c'est vrai que moi, ça m'intéresse de travailler sur ces sujets-là, mais comme je suis intéressée par plein d'autres sujets. Hmm. Donc voilà, c'est pas une émission que sur l'environnement, même Si- si on ouais. s'intéresse de près. Sinon, ça se serait appelé ressources. Ouais, c'est ça. Bon bah en tout cas bah pour les gens dans le chat, n'hésitez pas à suivre le travail de Maëva Poulet. Alors ça sort tous les combien de temps Source, c'est quoi la fréquence? Bah, là, pour l'instant, c'était le cinquième Ouais. numéro depuis le début de l'année 2023. Il y en aura six cette année. Et puis ensuite, voilà, ça continuera en 2024. Ok, si jusqu'à la fin de l'année. Ah oui, mais c'est Oui, c'est hyper ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un prochain numéro bientôt. c'est hyper soutenu. Mais toi t'en produis un tous les combien de temps? Non, non, il y en a eu six au total en 2023. Ah d'accord, ouais. Six au Ouf, total en tu me 2023. Non, rassures. non. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, non, parce que c'est quand même des sujets, même si en termes de durée, c'est 20 minutes, c'est quand même hyper dense, quoi. Donc, donc il y en a 6 au total sur 2023, et en 2024, vu que ça, voilà, ça sera toute l'année, il y en aura plus, je suppose. C'est Mais ça. voilà, ok. Et vous avez une fréquence vraiment donnée, ou ça sort au fil de Non, pour l'eau? l'instant, en fait, comme en plus, c'est diffusé en fait sur plateforme, en fait, sur la plateforme Ouais, arte.tv et puis sur YouTube, il y a pas forcément de rendez-vous qui serait d'accord. finalement le premier mardi Ouais. de chaque mois. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous fixe comme ça. Après, on verra comment évolue aussi l'émission. Mais pour l'instant, il n'y avait pas forcément de rendez-vous, ce qui nous permettait aussi de nous adapter. Donc voilà. Ok, bah souhaitons bonne chance à Source. Voilà, j'invite tout le monde à aller voir bah, déjà cet épisode sur l'Indonésie et puis tous les autres. Moi, je vais me les binge-watcher. En tout cas, je te remercie d'être passé sur notre live. C'était super intéressant bah, de parler à la fois du sujet et de tes techniques journalistiques. Et bah, je te dis à bientôt peut-être. Et puis tu es la bienvenue évidemment sur Twitch.